Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Marie-Flore Wekwe qui est spécialiste en produits structurés dans le secteur de l'énergie, notamment en matière sur le marché africain. Vous êtes chargée des montages financiers, si je ne me trompe pas. Je fais les marchés financiers. Je suis essentiellement spécialiste pour les pays qui sont soumis aux conditions de concessionnalité du FMI. Le Fonds monétaire international. Fonds monétaire international. Et ma base de clients, c'est notamment les gouvernements africains. Dans 4 anglophones secteurs, ou francophones? Francophones et anglophones. Dans 4 secteurs, notamment dans celui de l'énergie, de l'hydraulique villageoise et urbaine, des logements sociaux et des infrastructures routières. D'accord. Votre entreprise est basée aux États-Unis, si je ne me trompe pas? Je travaille pour JPY Capital, qui est un full service investment house qui est basé à New York, spécialiste dans le marché africain. D'accord, très bien. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. Et puis, il y a une question que je ne vais pas manquer de vous poser. Jusqu'à présent, l'Afrique travaillait beaucoup pour les pays en direction des anciennes puissances coloniales, que ce soit la France, la Grande-Bretagne ou le Portugal. Aujourd'hui, la Chine devient un nouveau marché, mais elle va se développer probablement. Et l'Afrique a-t-elle une chance de prendre cette place que la Chine laissera forcément vacante? Je suis tout à fait je fais partie de ceux qui pensent que l'Afrique et la nouvelle Chine, on va se projeter dans l'année 2030. Quand on analyse les conditions, le potentiel dont disposent les pays africains, si je veux parler du potentiel minier, pour revenir dans le cadre européen, dans le cadre des pays de l'OCDE, après 2 siècles d'exploration, d'exploitation, il s'est avéré qu'en moyenne, pour 1 kilomètre des pays de l'OCDE, le sol a une valeur de 143 000 $, pour une équivalence de 23 000 $ pour les pays africains. À quoi est due cette disparité? C'est pas parce que les sols africains sont moins riches. On sait que les sols africains sont très riches, mais la disparité est due au fait qu'il n'y a pas eu assez de capitaux qui aient été vers l'Afrique pour pouvoir faire des activités d'exploration. Et tout ce qui a été découvert maintenant correspond plus ou moins à 5 ou 10% du potentiel de l'Afrique. Donc, il y a beaucoup de découvertes qui vont se faire. Et cela va... Découverte du pétrole, découverte de nouveaux minerais, c'est cela? D'autres minerais. Oui. Ce qui aura pour conséquence de changer même la carte économique d'Afrique, parce qu'il y aura beaucoup à découvrir dans les pays où il y a eu très peu de découvertes. Donc ça va propulser l'ascension de l'Afrique. Et la valorisation de son sol aussi. De la valorisation de son sol. L'augmentation de son taux de croissance qui va se faire dans beaucoup de pays africains. Et 2030, parce que là, je projette un peu sur 2030. En 2030, je suis persuadée qu'avec toutes les mesures d'accompagnement que l'Afrique est en train de mettre pour redynamiser son économie, il y aura en moyenne 3 ou 4 pays africains qui feront partie des top 20. Donc, en 2030, on passera de l'afro-pessimisme à l'afro... comment je peux qualifier ça d'ailleurs? Bon, ce sera la réalité africaine, qui est que l'Afrique va enfin pouvoir montrer son potentiel. Remarque que ça déjà, c'est une lancée qui est en voie. Quand on voit qu'en 2007, l'Afrique a eu droit à un direct investment de 87 milliards de $. Investissement direct étranger. Voilà, de 87 milliards de $, comparativement à 2002 où il avait à peine 15 milliards de $. C'est parce que les investisseurs commencent à croire au potentiel africain. Et en Afrique, il n'y a pas que le sol qui est riche. L'Afrique dispose également d'une main-d'œuvre très, très qualifiée et d'une population jeune, quand on sait que plus de 40% de la population a moins de 14 ans, ce qui, en 2030, considérera un capital humain important. Et moi, je vois bien l'Afrique comme la nouvelle destination idéale pour la délocalisation, ce qui va soutenir nos économies.
D'ailleurs, l'Afrique comme zone de délocalisation, ça a déjà commencé un peu hein, avec le Maghreb où les centres d'appel ont délocalisé une partie de leur travail. Mais dans quels autres pays est-ce qu'on pourrait avoir ce type de délocalisation-là? Bon, il faudrait comprendre quelque chose. La délocalisation a été un phénomène en Chine, surtout à cause du bon marché Du coût de la main-d'œuvre. du coût de la main-d'œuvre. Et bon, maintenant en Chine, le marché, le coût de la main-d'œuvre est grandissant et ne fait que croître. Et le coût de la main-d'œuvre africain est plus compétitif sur le marché. Donc la délocalisation va partir vers ces pays. Chaque pays africain est potentiel de se positionner comme nouvelle destination. Je parle notamment du Cameroun. Pourquoi? Parce que, bon, 20 millions d'habitants, plus de 50% est une population jeune, un talent immense, un capital humain immense, un dynamisme de travail quand même impressionnante. Et il y a beaucoup Mais la concurrence est ressources. rude hein, en matière d'investissement. C'est vrai qu'actuellement, quand on prend les différents pays africains, tous ont besoin d'investissement en fin de compte. Qu'est-ce qui fera que les uns tirent mieux leur épingle du jeu que les autres? Ah ben, l'investissement passe déjà par une prise de conscience du pays à développer son secteur d'infrastructure. Un pays comme le Cameroun, par exemple, le Cameroun a un réseau routier estimé à environ 55 000 kilomètres. Moins de 10% est praticable. Dont les routes sont en très mauvais état, ce qui n'a pas empêché le Cameroun d'exporter en année 2010 4,5 milliards de dollars. Le Cameroun a pris conscience qu'il faut développer son secteur d'infrastructure. Il a d'ailleurs émis un document de stratégie qui... En direction des bailleurs de fonds internationaux, ceux qui évaluent ses performances économiques. En direction, je dirais, de la communauté d'investisseurs internationaux. En 2020 au plus tard, le Cameroun aura viabilisé 55 km de route. En plus ou par rapport aux 55 000 dont vous parliez tout à l'heure? Par rapport aux 55 000 qui existent en ce moment. Je veux même vous dire que le Cameroun est tellement conscient que le développement passe par là, au point où une étude a été faite qui démontre quelles sont les pertes en termes de PIB que cela pourra entraîner si le secteur n'est pas développé. On parle d'une perte notamment de 100 millions de dollars. Ce qui n'est pas rien dans un pays pauvre et très endetté. C'est 4% du PIB. Oui. C'est 4% du PIB. Donc les moyens sont en œuvre pour développer le secteur des infrastructures. D'accord. Et vous, quand vous intervenez dans ces pays-là, quand vous plaidez pour leur cause, pour que les investisseurs s'intéressent à leur potentiel, qu'est-ce que vous mettez en avant? C'est le potentiel humain, c'est les perspectives pour le long terme ou il y a d'autres arguments dont vous disposez? D'abord, je tiens à signaler que je ne plaide pas. D'accord. Les investisseurs sont intéressés à une seule chose, c'est le retour d'investissement. Le retour sur investissement. Le retour sur investissement. Donc, si aujourd'hui on dépose 10 euros au Cameroun, on peut en retirer combien? Au moins combien? 20%. D'accord. Vous faites au moins 20%. Et là, je peux vous citer une trentaine de sous-secteurs qui sont... Peut-être 3, ce sera suffisant. Bon, le secteur minier, le tourisme, le secteur agricole et on oublie souvent le secteur des énergies de l'industrie. Et ce serait lequel? L'industrie du bois, l'industrie... Non, je pensais plus à l'énergie hydro. Parce qu'en ce moment, le Cameroun a une capacité d'environ 13 000 MW. Il n'en a produit que 518. Ils l'ont viabilisé, les 13 000, d'ici l'an 2020. Ce qui demande un investissement de capital énorme. La porte est ouverte aux investisseurs internationaux qui seront intéressés. Une chose est sûre, c'est que dans l'énergie, le retour d'investissement est largement supérieur à 20%. Parce qu'on part de très bas quand même. Hein. Aujourd'hui, on a encore des coupures de courant, on a encore des coupures dans la distribution de l'eau. Donc forcément, c'est un secteur qui est appelé à croître et où les retours sur investissement, comme vous dites, doivent être importants. Très important. Est-ce que ça passe pas aussi par une privatisation ou par un partenariat public-privé qui permettra d'améliorer les performances? C'est indispensable parce que le Cameroun s'est inspiré du modèle de la Chine. Et quand on analyse le modèle chinois, on se rend compte que
En 2005, 70% des recettes du PIB chinois sont contribuées par leur secteur privé. Donc, il y aura des privatisations. Les sociétés qui ne pourront pas être privatisées devront être mandatées par le gouvernement de faire de la sous-traitance avec des sociétés privées et de les accompagner dans leurs nouvelles relations de sous-traitance. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes confiante. On parle également du secteur de la téléphonie mobile avec la nouvelle compagnie. Je ne sais pas si c'est une nouvelle compagnie, mais de toute façon, il y a un vrai investissement dans le secteur de la téléphonie mobile au Cameroun. C'est également porteur d'espoir, d'espérance dans le secteur économique. Une des destinations où la téléphonie mobile a connu un succès énorme, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Africains, vous savez, sont très ingénieux. Ils ont trouvé des moyens pour adapter l'utilisation de la téléphonie mobile à leurs besoins. C'est d'ailleurs pour ça que le Cameroun compte environ 7 millions d'abonnés téléphoniques. D'accord. S'il fallait aujourd'hui, de façon générale, parler du Cameroun et de son avantage comparatif par rapport aux autres pays d'Afrique, aussi bien centrale que du reste du continent, quel serait son avantage ou ses avantages comparatifs? Bon, je dirais d'abord, on oublie souvent le capital humain, qui est très impressionnant au Cameroun. C'est valable pour tous les pays aussi, non? Je ne sais pas si je peux dire que c'est pareil pour tous les pays. Vous prendrez le Congo, vous prendriez le Tchad ou la Côte d'Ivoire. On pourrait dire qu'il y a un potentiel humain également. Je ne suis pas celle qui dit que le Cameroun est l'un des pays où les taux de literacy sont les plus avancés. Le taux d'alphabétisation. D'alphabétisation, c'est les plus avancés d'Afrique. Les experts le disent. Donc, ça apporte quand même un plus. Oui. Il y a son secteur minier. Oui. Une étude que j'ai faite déjà avec Eyembe Lang, mon collègue, Oui. a répertorié les différents minerais qui existent. D'accord. Il y a l'agriculture, il y a son climat, l'abondance du soleil qui va permettre de développer... La variété du climat. La variété du climat. Parce que du nord au sud, on n'a pas toujours le même climat. Et c'est justement ce qui fait notre richesse. Ça va nous permettre de développer l'industrie renewable energy. Des énergies renouvelables. Des énergies renouvelables. Donc, le potentiel, le Cameroun, on le dit souvent, est une Afrique en miniature qui offre des investissements au retour gigantesque. Voilà. D'accord. Jusqu'à présent, quand on parlait du Cameroun, on voyait l'équipe nationale du Cameroun, mais de football notamment. Mais apparemment, il n'y a plus que ça. Il y a aussi cette attractivité économique. J'espère que cela se concrétisera, notamment en 2030, vous le disiez, voilà. Par rapport aux possibilités de croissance. Merci en tout cas de nous avoir entretenus là-dessus. Madame Marie-Flore Ouikoue, je rappelle que vous êtes spécialiste en produits structurés et que vous vous spécialisez notamment dans le marché africain en ce qui concerne le secteur de l'énergie. Merci d'être venu. Et je vous remercie de me recevoir. Et merci à vous d'avoir regardé l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.